Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir en ce vendredi à Judaïque FM. Vous êtes connu de nombreux de nos auditeurs. Vous êtes théologien, vous êtes spécialiste d'histoire des religions. Vous êtes le président des éditions du Cerf, où vous publiez, ces jours-ci, un petit essai vivifiant et tout à fait, alarmant sur l'hégémonisme grandissant de la Turquie erdoganienne. Il s'appelle Le sabre et le turban. Et avec mon ami Rafi Marciano, on s'est dit qu'il fallait vraiment être deux pour vous passer sur le grill de l'interrogatoire, parce que ça en vaut vraiment la peine. Alors, une première question introductive. Une des thèses de ce livre, c'est une des thèses, il y en a beaucoup d'autres, mais une des thèses de ce livre, un petit peu, j'allais dire, contre-intuitive, c'est de dire qu'au fond, le très islamiste, le très frère musulman Erdogan s'inscrirait dans une filiation assumée avec celui qui est le père de la modernité turque, à savoir Kemal Atatürk, qui était un franc-maçon, et dont on peut dire que, en gros, le turban et l'islam n'étaient pas une dimension très importante de son identité. C'est pas un peu bizarroïde, ça, comme continuité, Jean-François Colosimo? Alors, je vais vous dire, en fait, c'est pas exactement comme ça que je pose les choses. En fait, nous sommes toujours un peu dans cette ambivalence à l'égard de l'étranger. Nous aimerions voir d'un côté une bonne Turquie, de l'autre une mauvaise Turquie. Il n'y a pas deux Turquies, il y a une seule Turquie. C'est la même Turquie qui est née en 1923. Ça, on peut le dire de tous les pays, d'ailleurs. Beaucoup de pays. On voit très bien que nous avons, par exemple, dès qu'il y a une élection américaine, nous avons des préférences comme nous étions appelés à voter, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, tout de même. Bon. Donc, il n'y a pas deux Turquies, il y a une seule Turquie. Il y a une seule Turquie, c'est ce pays qui naît des décombres d'un empire, l'Empire ottoman, en 1923, qui a pour fondateur Mustafa Kemal, héros de la guerre, et qui est un pays qui a deux hantises qui se rejoignent dans une seule. D'abord, ce pays va, et c'est une constante, sur un siècle jusqu'à aujourd'hui, va nier le trou noir qui l'a précédé, dont la Turquie n'est pas responsable. C'est le génocide des Arméniens commis par les jeunes Turcs en 1915, et de l'autre, c'est la décomposition de l'Empire. Or, dans l'Empire, qu'est-ce qui a sapé l'Empire? Ce sont les minorités, c'est le multiculturalisme. Donc, Atatürk, qui est un jacobin, un positiviste, qui est beaucoup plus le contemporain tout de même de Lénine et de Mussolini. Enfin, en tout cas, ses modèles, c'était surtout Saint-Just et Robespierre. Qui est un jacobin, robespierriste, etc. Quand on s'épate, on dit il lisait Rousseau, mais enfin dans Rousseau il dit la société totalement hiérarchisée, fermée par le contrat, n'est-ce pas, et où la transgression est punie de mort. C'est ça aussi Rousseau. Donc cet Atatürk, évidemment, on voudrait l'opposer, vous l'avez bien dit, à Erdogan, le révolutionnaire d'un côté, le réactionnaire de l'autre, l'occidentaliste d'un côté, l'orientaliste de l'autre, l'européen d'un côté, l'homme de l'Oumma de l'autre. Mais en fait, quand on regarde bien, Atatürk, par rapport à ces minorités, qu'est-ce qu'il veut? Il veut en fait les éteindre, n'est-ce pas? Les éteindre, ou encore une fois, dire qu'elles n'existent pas. Alors il y a les minorités qui sont halogènes à l'identité turque et sunnite qu'il promeut. Ce sont les Juifs, ce sont les Grecs, ce sont les Arméniens, ce sont les damnés, ces disciples de Sabbatai Zevi, le faux messie des Balkans, qui se sont convertis à l'islam à la suite de la conversion forcée de leur prophète, et qui sont ethniquement juifs et spirituellement musulmans. Alors eux, ils ont tout contre eux, les pauvres, malheureusement, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est les communautés halogènes. Et puis, il y a le problème de la société de l'Empire. C'est que dans l'Empire, il y a quoi? Il y a des Kurdes. Ces Kurdes, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas ethniquement turcs. Et puis il y a des Alévis. Ils sont soit ethniquement turcs, soit ethniquement kurdes, mais ils ne sont pas sunnites. Oui, mais quand même, il y a une différence. C'est la guerre contre les minorités. Ça c'est sûr. Sur un siècle, Jean-François Colosimo, attendez, il y a quand même une différence essentielle entre le laïcisme proclamé... Non, il n'y a pas de laïcisme. Si. Non. Attendez. Et d'ailleurs, vous exagérez l'histoire. Vous exagérez l'histoire. Atatürk, Mustafa Kemal a été franc-maçon pendant 2 ans dans sa vie avant de claquer la porte, considérant que c'était une entreprise sectaire qui allait nuire à son entreprise. Mais excusez-nous, vous êtes brillantissime, Jean-François Colosimo, c'est pour ça qu'on adore vous inviter avec Rafi. Mais quand même, les femmes turques sous Erdogan, comme Madame Erdogan, portent le voile islamique. On ne peut pas en dire autant
des femmes turques dans les années 20 et 30. Alors voilà la méconnaissance. Excusez-moi, vous savez combien j'ai d'affection pour vous, cher Alexis Lacroix. Je vous en prie. Mais voilà la méconnaissance complète. Vous avez le droit de vous en prendre aux journalistes comme Jean-Luc Mélenchon. Ça rapporte gros, vous savez, en ce moment. Laissez Mélenchon de côté, c'est pas ma tasse de thé. Alors, là où vous trompez complètement, d'abord, c'est que effectivement, Atatürk donne le droit de vote aux femmes et leur donne une très faible représentation dans le cadre de l'Assemblée. C'est déjà pas mal. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Laissez-moi aller parce que c'est très important. Je veux dire, porter le voile, dévoiler la femme, fait partie de son programme de représentation forcée qui représente une violence totale sur une population orientale qui, du soir au matin, doit d'un coup apprendre un alphabet latin, doit apprendre un calendrier européen de type chrétien, en fait, qui doit changer de système de poids et de mesure, qui doit abandonner tous ses codes vestimentaires, n'est-ce pas ? Et qui se retrouve, ce peuple, effectivement, avec des femmes qui ont des voiles de force, parce que porter le voile est condamné par la loi comme une atteinte à la sécurité nationale. Donc, la femme voilée devient une terroriste, ce dont Erdogan va profiter plus tard. Mais les femmes d'Atatürk, où sont-elles, Alexis Lacroix ? Les femmes d'Atatürk, ce sont ses filles adoptives. Vous savez qu'il n'a pas eu d'enfant. Il est le seul à porter son nom, Atatürk, personne d'autre, même pas sa sœur, etc. Ce qui veut dire le Turc père. Le Turc père a des filles adoptives. Il y en a 2 d'entre elles qui sont véritablement remarquables parce qu'elles ont accompagné le travail paternel par adoption. Ce sont Sabia Gökçen, la première femme pilote de chasse, de guerre, de toute l'histoire de l'aviation, qui, en 1928, bombarde les Kurdes avec bonheur, pourrait-on dire, bombarde les Kurdes avec bonheur dans le Dersim, dans le sud-est de la Turquie, en déclarant quoi ? Qu'elle est contente d'être allée civiliser les sauvages. Oui. Son autre fille exemplaire, c'est Afet Inan. Afet Inan est éduquée dans les milieux eugénistes suisses. Elle revient, et c'est elle qui forme la théorie racialiste et qui marque le tournant. L'universalisme de conquête, c'était le propre de toutes les nations qui voulaient se moderniser à l'époque. Non, restons sur les femmes. Quant à Madame Erdogan, qui est évidemment discrète, puisque autant Atatürk paraissait un grand séducteur, autant M. Erdogan est dans la monogamie classique tout à fait de l'islam politique. Madame Erdogan, elle a été une militante nationaliste avant d'être une militante islamiste. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a pas eu de laïcité, il n'y a pas eu de statut des femmes. Les femmes ont été employées pour, dans une grande entreprise d'ingénierie sociale, maîtriser le foyer. Atatürk les dévoile. Erdogan les voile. Mais on leur demande jamais leur avis, ni dans l'un, ni dans l'autre cas. Jamais. N'est-ce pas ? Atatürk dit qu'il est laïque, mais non. Atatürk étatise l'islam sunnite en créant la Diyanet, cet organisme tentaculaire qui aujourd'hui a 3 milliards d'euros de budget, 120 000 fonctionnaires, dont 70 000 imams, et qui régente l'islam turc en Turquie et hors des frontières. C'est 3 fois le budget des affaires étrangères. Et en fait, si vous voulez savoir, l'affaire est simple. Atatürk nationalise l'islam et Erdogan islamise la nation. Leur prétendu duel est un duo, et c'est là où nous sommes aveuglés. En fait, c'est pas la Turquie qui a changé, c'est le monde. L'idéologie progressiste, modernisatrice des années 30 est remplacée aujourd'hui par l'idéologie religieuse fondamentaliste. La Turquie est un laboratoire, ça ne se passe pas qu'en Turquie, mais ça nous préoccupe plus parce que la Turquie est à 3 heures de Jean-François Colosimo, le sabre et le turban, vous venez de présenter votre libelle extrêmement ciselé et talentueux contre la Turquie. Rafi Marciano. Alors, donc, je vais rejoindre un peu l'éditorial de Christophe Barbier dans l'actualité juive de cette semaine, et d'ailleurs qui rejoint Le Point, Marianne, Le Figaro Magazine, Valeurs Actuelles. Dans la presse française, on ne compte plus, Jean-François, les marronniers sur le sultan Erdogan et les dénonciations médiatiques de sa tyrannie. Le président de la République, d'ailleurs lui-même, le désigne comme une menace majeure. Nos contemporains, Jean-François Colosimo, sont-ils si aveuglés que vous l'écrivez ? Oui, mais c'est pas ça. C'est que si vous voulez, je sais pas ce qu'écrit Christophe Barbier.
Il a fait un éditorial sur le thème « Les ricanements d'Erdogan ». Oui, mais ça, je le dis dans mon livre, n'est-ce pas? Erdogan est fort de sa capacité de provocation. Il aime choquer les éditorialistes français. Non, il aime être diabolisé parce que c'est une puissance de mobilisation par rapport à la fierté, au sens de l'honneur qui est très fort chez les Turcs. Mais donc, ce que Rafi Marciano veut dire, c'est qu'on ne peut pas dire que les Français soient aveuglés face, disons, ils sont pas aveuglés. Au caractère rampant de cette tyrannie. Là, ils peuvent difficilement être aveuglés sur Erdogan, bien qu'il ait été, dans toutes les années 2000, en nous serinant cette fable de l'islamo-démocratie qui aurait été d'Erdogan, qui aurait été l'équivalent de la démocratie italienne des années 50. Donc on a bien été aveuglés. Erdogan est apparu comme un européiste, comme une chance pour le monde musulman, etc. Bon, aujourd'hui, il en fait tellement des siennes que c'est un peu difficile quand même de lui donner un blanc-seing. Voilà. En revanche, là où nous restons aveuglés, c'est que Erdogan, ce n'est pas l'antithèse d'Atatürk. C'est Atatürk qui profite de circonstances dans l'ordre international et les relations internationales qui lui sont plus favorables pour assurer des projets d'expansion dont Atatürk a rêvé. C'est formidable de vous avoir, mais on continue à vous passer sur le grill avec l'ami Rafi. Justement, il y a aujourd'hui une confrontation par acteurs interposés entre la Russie de Poutine et cette Turquie dont vous brossez un portrait relativement cauchemardesque. Et cette confrontation a lieu, selon toute vraisemblance, autour de ce petit territoire oublié du Caucase qui s'appelle le Haut-Karabakh et qui a longtemps été disputé entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Attendez, on est sur une radio juive. Et c'est vrai que pour nous, on peut l'assumer, le traitement de ce conflit est compliqué pour une raison simple, que je vous rappelle, c'est que l'Azerbaïdjan, quoi qu'on pense de son régime et de son agression actuelle contre l'Arménie, dispose à laisser Israël disposer des bases stratégiques pour surveiller les activités nucléaires de l'Iran de façon, on va dire, rapprochée, puisqu'ils sont très proches géographiquement. Alors c'est vrai qu'il y a, au sein du monde juif contemporain, américain, israélien, français, un dilemme sur cette affaire. Venir au secours de la petite Arménie, rappeler la mémoire des génocides, cette solidarité des ébranlés, mais en même temps, dans le monde juif, on sait bien que sans l'Azerbaïdjan, on ne pourrait pas surveiller de près et parfois affaiblir les activités nucléaires iraniennes. C'est quoi votre position personnelle là-dessus? Alors moi, je vais vous dire ma position en 3 points. D'abord, en corrigeant certaines choses. Oui, je vous en prie. Décidément, vous êtes mélanchoniste avec les journalistes. Non, la première, en corrigeant certaines choses. D'abord, la première chose, c'est que Israël n'est pas simplement allié à l'Azerbaïdjan par rapport à l'Iran. Israël est aussi dans le pacte qui lie l'Égypte et la Grèce contre la Turquie sur les nappes de gaz. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est vrai, Jean-François, que ce qui veut dire qu'Israël a une politique étrangère d'intérêt. Rafi Marciano. Est-ce que vous confirmez qu'Israël aurait proposé à l'Arménie de vendre les armements sophistiqués? Alors, attendez. Il y a 2 choses là qui sont un peu... je vais vous répondre. La deuxième chose, c'est que la prophétie de Théodore Herzl se vérifie en quelque sorte. Israël est aussi, pas simplement, évidemment, il n'y a pas que ça, mais aussi un pays comme les autres, qui produit des armes de haute technologie et les vend dans le reste du monde, à ses risques et périls de l'emploi qui peut en être fait. Sauf que ne sous-estimez pas la motivation. Ne sous-estimez pas dans le cas d'Israël. Oui, mais la motivation iranienne est fondamentale. C'est le cas de la France. Par exemple, en vendant des armes à l'Arabie Saoudite face au Yémen. N'est-ce pas? Bon. Le troisième point, c'est que Israël est un grand pays, mais c'est pas forcément un pays non plus très très lucide, parce que à quoi réussit Erdogan, qui est à la fois tout, qui est néo-ottoman, pan-turquiste, pan-islamiste, frère musulman, patron de l'international des frères musulmans, là il a réussi à un coup fameux. C'est qu'au moment où vous avez la guerre entre sunnites et chiites, au nom du fait qu'il soit turcophone, bien que chiite, il a réussi à s'allier à l'Azerbaïdjan. Et à provoquer cette guerre terrible contre le Haut-Karabakh et contre les Arméniens. Mais regardez que l'Azerbaïdjan va penser que cette guerre lui a coûté cher. Pourquoi cette guerre lui a coûté cher? Parce que Erdogan a fait du Poutine avec Poutine dans le Caucase. Cette région qui a été longtemps disputée entre l'Empire ottoman, l'Empire persan et l'Empire russe.
n'est-ce pas ? Bon, il a gagné sa route, qui effectivement lui permet d'aller d'Ankara à Bakou, et qui lui permet d'avoir une route pivot en face de la frontière iranienne. Mais regardez bien les choses de près. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 1990, il y a des troupes russes en Azerbaïdjan. Qui a gagné ? Erdogan ? Non, Poutine. Et c'est ça qu'on veut pas voir. Est-ce que vous confirmez C'est ça qu'on veut pas voir. Est-ce que vous Ravi confirmez Marciano. Après avoir été bousculé, il a été surpris. Mais de toute façon, les Russes n'ont jamais traité les Arméniens autrement que comme une variable d'ajustement, malheureusement, pour les Arméniens. Ils ont toujours laissé tomber. Donc Poutine a compté les morts. Et aujourd'hui, ce sont les troupes russes qui sont en Azerbaïdjan, pas les troupes turques. Donc, et dernier point, ne sous-estimez pas le fait que les Azéris d'Iran sont très iraniens, n'ont pas de problème avec le régime, ils en ont d'autant moins que je vous rappelle que le guide suprême, Ali Khamenei, le successeur de l'imam Khomeini, est un Azéri. Est-ce que vous comprenez Compliqué l'Orient, compliqué l'Orient. Sauf que quoi qu'on pense de la société iranienne, vous le savez très bien, vous avez consacré d'ailleurs un film passionnant à l'Iran, ainsi qu'un livre, quoi qu'on pense de la société iranienne, sur le plan géopolitique, puisque là notre réflexion est d'ordre géopolitique, l'Iran est aujourd'hui la principale menace létale sur l'existence des Juifs en Eretz Israël. C'est une réalité. Pour compléter la réflexion d'Alexis Lacroix, est-ce Oui, que l'Azerbaïdjan... Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas, en aucun cas, et je ne pense pas que d'ailleurs les Juifs y pensent, ça ne peut en aucun cas légitimer les discours relents génocidaires d'Ankara et de Bakou au sujet non seulement des Arméniens du Haut-Karabakh, mais des Arméniens d'Arménie. Parce que la promesse d'Erdogan, c'est que la prochaine fois, ça sera Erevan. Là, ça sera un peu plus compliqué, parce que l'Arménie, à la différence du Haut-Karabakh, est liée par un pacte militaire avec Moscou. Mais est-ce que vous comprenez la position d'Israël quand Israël dit l'Azerbaïdjan, Israël ne pourrait pas perturber et affaiblir les activités nucléaires de l'Iran sans être installé en Azerbaïdjan? C'est ce qui explique apparemment son soutien à l'Azerbaïdjan. Moi, je prendrais le problème à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les considérations pragmatiques sont possibles. Et encore une fois, ça fait partie de la vie des relations internationales. N'est-ce pas? Oui, comme le dit notre éditorialiste Emmanuel Navon, qui est un influent membre de la droite israélienne, les États comme l'État d'Israël poursuivent leurs intérêts et il n'y a rien à redire à ça. La réelle politique. Je fais confiance d'ailleurs aux analystes israéliens pour bien se rendre compte que les Azéris ne sont pas leurs amis. Ah oui. Du tout. Du tout. Sauf qu'on peut avoir des intérêts liés avec des gens qui ne sont pas vos amis. Non, mais donc je fais confiance quand même. Il ne faut pas non plus être dans un conte de fées, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que tout soit automatique. Il faut rappeler à nos auditeurs que l'Azerbaïdjan est quand même une république islamique. Absolument, et post-soviétique. Et où je ne pense pas qu'il soit très bon d'être juif. Mais bon, passons. Ou alors peut-être par calcul, là aussi, mais pas par instinct. La réelle politique. Etc. Moi, je vois quand même qu'il y a un autre problème, avec lequel d'ailleurs, pour une fois, nous sommes assez tombés d'accord indirectement par écrit interposé avec Bernard-Henri Lévy. Moi, je dis simplement, il n'y a pas de peuple chrétien qui ressemble plus au peuple juif que le peuple arménien, parce que les Arméniens, eux aussi, c'est une terre, une diaspora, une langue, une religion, une catastrophe. Et Bernard-Henri Lévy, puisque vous Et donc, laissons de côté les relations entre États, parce que ni vous ni moi, nous en sommes maîtres. Et montons au niveau spirituel. Mais c'est vrai que vous avez raison. Particulièrement les Juifs et les Arméniens de France. C'est pas facile parce que certainement sont deux communautés qui en plus ont vécu dans l'Empire ottoman ou dans les pays ou dans le Caucase ou etc. Et bon, les histoires sont toujours longues et il peut y avoir des mémoires blessées. Mais dans le commun souci du visage de l'homme, que les Juifs et les Arméniens aient nécessité d'échanger entre eux, mais aussi pour nous, sur ce que ça veut dire être un survivant. On est d'accord. À la barbarie la plus innommable. Et ça, vous rejoignez BHL. Là, je pense que là, vous voyez, il faut pas rater. Vous rejoignez... Ça, pour moi, c'est le vrai rendez-vous. Jean-François Colosimo. Ça, pour moi, c'est le vrai rendez-vous. Oui. Et Jean-François Colosimo, vous rejoignez sur ce point notre ami Bernard-Henri Lévy, qui au sein, disons, du judaïsme contemporain représente une voix, on va dire, très clairement pro-arménienne. Il insiste, comme vous, sur le fait que le premier écrivain à avoir dénoncé le génocide arménien, c'est un juif autrichien, Franz Werfel, dans un roman des années 20. Et que Raphaël Henkin,
qui va créer le terme de génocide Voilà, ça, est présent au bien procès sûr. des jeunes Et Turcs. donc ça, pour ça, en Allemagne. BHL a évidemment raison de plaider pour l'Arménie. Mais rappelez-vous aussi, j'ajoute ça rapidement, on a 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Que c'est l'Allemagne impériale qui a fourni la logistique des trains pour le génocide des Arméniens. Et rappelez-vous que c'est l'Allemagne nazie qui a renvoyé la dépouille de Talat Pacha, le penseur, le théoricien du génocide, en Turquie, où il a été célébré par le régime d'Atatürk, comme il continue d'être célébré par le régime d'Erdogan. Donc, il y a un moment où les frontières, ce ne sont pas simplement les frontières des opportunités géopolitiques du moment. Bien sûr. Il y a les aussi, invariants. Il y a aussi une question de destinée de l'humanité. Et des invariants. Alors, dernière question à Rafi. On parle, c'est une conversation animée mais passionnante, de votre livre qui est un libelle contre la Turquie d'Erdogan. Non, c'est un manifeste pour les Turcs qui sont en prison en exil, qui sont des artistes, des penseurs, des écrivains, des intellectuels formidables. C'est un manifeste pour le peuple turc qui n'a jamais subi votre magnifique pays, là, qui, si je puis dire, parce que je vous taquine moi aussi et je vous mets sur le grill, qui n'a jamais subi que 5 putschs militaires en 50 ans. Bon, alors on revient. Dernière question, Rafi. Question, Rafi. Sur la France, dont les prisons n'ont jamais des emplis de gens qui juste voulaient dire leur opinion. Dernière question, Rafi Marciano. Jean-François Colosimo, nos auditeurs souhaiteraient vous dénoncer un chantage de la Turquie sur la question migratoire. Quelle forme concrète prend celui-ci ? Mais c'est très simple. C'est pas à l'honneur de l'Europe, à l'honneur moral de l'Europe. 3 milliards de dollars pour se protéger des migrants. Parce que la Turquie est le principal sas d'entrée avec la Libye, mais aujourd'hui la Turquie est présente en Libye aussi. Vous confirmez que la Turquie a reçu 3 milliards de dollars Ah ben non, mais c'est pas ça, c'est bien sûr. 2 fois 3 milliards d'euros, 6 milliards d'euros pour transformer le Sud-Est en un immense camp de détention. Et depuis, Erdogan nous menace avec cela. Erdogan, comme Atatürk, est en fait un maître chanteur qui troque sa stabilité intérieure en menaçant de propager la stabilité. Alors, toute dernière question, réponse rapide, cher Jean-François Colosimo, c'est passionnant, le sabre et le turban, aux éditions du Cerf, on y renvoie. Depuis une demi-heure, on vous questionne avec Rafi Marciano. Est-ce que Macron peut, lui, tout seul, arrêter ce chantage d'Erdogan ? Non, parce que Emmanuel Macron, cette fois-ci, a sauvé l'honneur de la France. Il appelle à des sanctions dont l'Allemagne ne veut pas, et qu'une fois de plus, nous faisons l'Allemagne, cette grande amie de la Turquie, à tout point de vue. Ok, donc merci beaucoup d'être passé par notre radio. Jean-François Colosimo. Et on vous retrouve aussi dimanche dans le créneau de l'émission habituelle de Rafi Marciano. Un grand merci. Merci à vous deux. Et la semaine prochaine et merci à Radio J. Et la semaine prochaine sur la matinale de Radio J.